Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo qui parle de satellites circulaires de gravitation. On va résumer dans cette vidéo grâce à un énoncé d'exercice d'oral du concours central. On va résumer tout ce qu'il faut savoir sur le satellite circulaire. Ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent et surtout on va voir un outil essentiel du physicien, c'est l'utilisation du calcul différentiel, du calcul à l'ordre 1. Alors si tu ne sais pas utiliser le calcul différentiel, si tu n'as pas le réflexe, dans cette vidéo tu vas, je l'espère, apprendre à faire du calcul différentiel. Donc l'énoncé, je mets le lien en dessous de la vidéo, l'énoncé vers donc le concours central, cet exercice donné au concours central. Donc on a un satellite qu'on appelle le satellite SPOT, c'est un satellite qui existe vraiment. Ce sont des satellites d'observation qui est à une altitude H de 800 km. On nous donne également le rayon de la Terre, la masse de la Terre, la constante de gravitation universelle dans cet exercice. Et il est en satellite circulaire. Donc, première question, on nous demande d'établir une relation simple entre l'énergie cinétique du satellite et son énergie potentielle dans le référentiel géocentrique. Donc, le référentiel géocentrique, qui est pratiquement galiléen, ça tu vas l'étudier en deuxième année, on peut pratiquement le considérer comme galiléen. Donc, dans le référentiel géocentrique, la Terre tourne. C'est un référentiel centré sur le centre de la Terre et dont les axes sont fixe dans le référentiel dit héliocentrique centré sur le Soleil. Bref, c'est le référentiel d'étude pour la trajectoire des satellites. Première question donc, il faut qu'on détermine l'énergie cinétique du satellite et son énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique, la définition, c'est 1/2 de mv carré. Autrement dit, il faut qu'on accède à la vitesse du satellite. Donc il y a un réflexe à avoir quand tu as un satellite circulaire, c'est toujours le même. Satellite circulaire, principe fondamental de la dynamique ou théorème du centre d'inertie, c'est le réflexe à avoir. Donc le système, c'est le satellite de masse petit m. Le référentiel, c'est le référentiel géocentrique, supposé galiléen. Et donc, l'écriture du théorème du centre d'inertie, donc c'est que la masse fois l'accélération de ce satellite dans le référentiel géocentrique. Donc on va considérer que la seule force qui s'exerce sur lui, c'est la force de gravitation. Donc on se place directement dans le plan de la trajectoire. Alors il faudrait démontrer que la trajectoire est plane. Bon, ça c'est la conservation du moment cinétique qui le dit. Je ne vais pas me lancer là-dedans ici, on va directement se placer dans le plan de la trajectoire. Donc on a UR, les coordonnées polaires dans le plan de la trajectoire, UR, Uθ. Donc la force de gravitation, évidemment, il faut que tu connaisses par cœur son expression. Également, ce qu'il faut que tu connaisses, c'est l'expression de l'accélération d'un mouvement circulaire. Et on va voir, c'est un mouvement circulaire uniforme. Bon, moi je n'aime pas trop le repère de Fresnel, on peut l'utiliser. J'utilise plutôt les coordonnées polaires. Donc R2 point moins Rθ point carré, 2R point θ point plus R θ2 point dans le plan de la trajectoire et 0 donc est égal à cette force, donc moins G, masse de la Terre, masse du satellite sur R carré, donc dans la base UR, Uθ, UZ. Donc, le mouvement étant circulaire, c'est l'hypothèse R point est nul, R point point est nul. Donc, on peut démontrer, et on le voit, que θ point point est nul, puisqu'il n'y a pas de force selon Uθ, donc ce qui nous prouve que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire que la vitesse angulaire θ point oméga est égale à une constante. Et donc, on peut identifier la vitesse du satellite, la vitesse angulaire peut-être d'abord. C'est également comme ça le plus efficace pour redémontrer la troisième loi de Kepler. Donc, moins mr θ point carré est égal à moins g masse de la Terre, masse du satellite sur r au carré. Donc, les masses se simplifient. On peut mettre des plus. Attention, les r ne se simplifient pas. Ça, c'est une petite erreur assez fréquente. Donc, on peut dire que θ point, c'est-à-dire oméga, donc vaut racine carrée de gmt sur r cube. Et bien sûr, la vitesse du satellite, v, mouvement circulaire, c'est rθ point. Donc, ça fait racine de gmt sur petit r avec petit r. Alors, attention, on ne confond pas l'altitude et la distance au centre de la Terre. Petit r, c'est le rayon de la Terre, plus
l'altitude. Voilà un résultat que tu dois savoir retrouver pratiquement aussi rapidement que moi pour être efficace dans ce type de contexte. Donc, l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré, donc 1/2 de petit m, masse de la Terre, alors on va mettre G devant, divisé par petit r. Donc, elle est évidemment positive, c'est l'énergie cinétique d'un mouvement circulaire uniforme pour un satellite autour de la Terre. En ce qui concerne l'énergie potentielle, alors peut-être que tu connais la formule par cœur, je t'y encourage. Ça fait partie des 4-5 énergies potentielles qu'il faut connaître par cœur. Moins G, masse de la Terre, masse du satellite sur R. Alors attention, hein, la force, elle est en 1 sur R carré. L'énergie potentielle est en 1 sur R. Ce sont des fautes fréquentes. Bon, j'ai pris l'origine nulle à l'infini. Alors, pour démontrer ce résultat-là, tu n'as peut-être pas encore à ce stade de l'année le gradient. Alors, ceux qui ont le gradient à leur disposition, je les encourage à utiliser le fait que la force, donc c'est moins gradient de l'énergie potentielle, c'est moins d2EP sur dr vecteur UR dans ces conditions-là. Et donc, en intégrant, hein, en identifiant moins d2EP sur dr vecteur UR, on retrouve directement l'expression de l'énergie potentielle. Si tu es en première année, tu n'as peut-être pas encore le gradient, donc tu peux toujours faire travailler la force en disant que le travail élémentaire de la force, donc c'est moins la variation élémentaire de l'énergie potentielle, et tu retombes exactement sur la même écriture, c'est que moins G masse de la Terre m sur R carré dr est égal à d2EP, et tu intègres par rapport à R et tu tombes donc sur la formule que j'ai donnée. Alors, l'énergie mécanique, donc il y a un lien effectivement entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc on voit que EC, donc c'est moins 1/2 de EP. Alors, on ne demandait pas l'énergie mécanique, mais j'ai quand même envie de l'écrire. Donc l'énergie mécanique, EC plus EP, peut s'exprimer uniquement en fonction du rayon, enfin uniquement, et des constantes G, masse de la Terre et masse du satellite, du rayon de la trajectoire. Et donc en additionnant, ça fait moins G MTM sur 2 petit r. Alors voilà, ça c'est une formule qui sert dans à peu près tous les exercices sur les satellites circulaires. Et d'ailleurs, si on parle d'une ellipse, d'une trajectoire elliptique, on peut généraliser cette formule-là. Donc là, par exemple, la Terre serait un des foyers de l'ellipse. On a donc la Terre n'est pas au centre de l'ellipse, hein, mais c'est un des deux foyers. Et donc, ce qu'on appelle le demi-grand axe, petit a ici. Pour une ellipse, on a aussi une formule analogue et il suffit de remplacer R par le demi-grand axe. Donc, une formule assez précieuse également dans les épreuves, c'est d'exprimer l'énergie mécanique en fonction du demi-grand axe de l'ellipse. C'était une petite digression. Alors, on a l'énergie mécanique en fonction du rayon et c'est maintenant que ça va devenir très intéressant parce qu'on va voir comment on va se servir de cette énergie mécanique pour faire un calcul lorsqu'il y a des frottements et lorsque le satellite est freiné et qu'il perd de l'altitude. Alors, dans la deuxième partie de l'exercice, on nous explique que le satellite est soumis de la part de l'atmosphère raréfiée à une force de frottement. Alors, je te rappelle, dans les exercices de mécanique, si on ne te parle pas de frottement, n'introduis pas de toi-même des forces de frottement, parce qu'il y a différentes façons de modéliser les frottements. Alors, regardons un peu l'expression de cette force de frottement. Si on lit un peu vite, on a l'impression que c'est une force qu'on appelle une force de frottement fluide. Mais ça n'est pas une force de frottement fluide, puisqu'on voit qu'elle est en norme proportionnelle à la vitesse au carré, et non pas à la vitesse, puisque dans la constante de proportionnalité, on a la vitesse V. Donc c'est une force qu'on dit quadratique, c'est-à-dire une force en V carré. Tu as peut-être déjà rencontré ça là, quand on étudie parfois la chute libre d'un objet dans l'air. C'est un modèle beaucoup plus réaliste que de prendre une force en V. Et pour ceux qui font de la mécanique des fluides, cela signifie qu'on a un nombre de Reynolds à peu près compris entre 10 puissance 3 et 10 puissance 5. Et on nous dit qu'à cause de cette force de frottement, le satellite n'a pas rigoureusement une trajectoire circulaire, mais il a un peu une trajectoire en spirale qui fait que quand il tourne autour de la Terre, en exagérant beaucoup, et tu vas comprendre pourquoi, son altitude diminue d'une valeur delta H
égale à 1 mètre à chaque tour. Alors évidemment, mon dessin est extrêmement grossier, puisque le rayon de la Terre fait 6400 km, l'altitude 800 km. Donc ça veut dire qu'on a un rayon R par rapport au centre de la Terre d'environ 7200 km et on perd 1 mètre à chaque tour. Alors on comprend bien que la trajectoire, elle reste pratiquement circulaire, simplement on perd un petit peu d'altitude et on va voir que si on attend très longtemps, eh bien mine de rien, ça peut petit à petit mener à une décroissance non négligeable de l'altitude de ce satellite. C'est ce qu'on va calculer. Alors on nous demande d'abord de calculer la valeur de alpha. Donc alpha, ce coefficient, à partir de cette info, donc l'altitude décroît de 1 mètre à chaque tour. Alors, comment faire ça? Et c'est là qu'on va se servir du calcul différentiel, c'est là qu'il faut que tu aies ce réflexe. Donc, l'idée, en fait, c'est d'appliquer le théorème de l'énergie mécanique. On a une force non conservative, c'est la force de frottement. Alors, tu connais certainement deux versions du théorème de l'énergie mécanique, ce qu'on appelle la version intégrée ou ce qu'on appelle la version différentielle. La version différentielle, généralement, elle sert à trouver l'équation différentielle du mouvement. Ici, on va l'écrire de la façon suivante. Donc, la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, c'est la puissance des forces non conservatives. La puissance, c'est la puissance de la force de frottement. Donc, c'est le produit scalaire de la force par la vitesse. Donc, on se retrouve avec une puissance qui est en V au cube. Donc, V carré fois V. Alors, c'est là qu'on va utiliser le calcul différentiel, puisque sur un tour, on va considérer que l'altitude ne varie pratiquement pas et que donc on peut utiliser pour la vitesse à l'ordre le plus bas l'expression de la vitesse qu'on a établie pour un mouvement circulaire. Donc, si on va raisonner sur un seul tour, et donc on va dire que la variation d'énergie mécanique sur une période, donc c'est une manière d'estimer cette diminution de l'énergie mécanique qui va être faible, donc c'est environ égal à moins alpha m fois la vitesse au cube, et donc la vitesse c'est gmt sur r, le tout à la puissance 3,5. La période de révolution, on va la voir avec la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler, en fait, on l'a pratiquement, parce que ici on a θ point, on a oméga, la vitesse angulaire de rotation qui vaut 2π sur t. Donc on a ici t. Donc t qui vaut 1 sur 2π, en élevant au carré, hein, on aurait t2 sur r cube égale 4π carré sur gmt, la troisième loi de Kepler, mais là c'est t que je veux, donc est égal à racine carrée de r cube sur gmt. Et donc, la variation d'énergie mécanique, on l'a ici. Alors pour évaluer, et c'est comme ça qu'on va faire introduire le delta H, il va falloir qu'on différencie, qu'on dérive d'une certaine manière l'expression de l'énergie mécanique. Donc R à une constante additive près, c'est la même chose que H, dérivé par rapport à R, c'est la même chose que dérivé par rapport à H. Donc l'énergie mécanique est une fonction de H. Donc ça, c'est vraiment un outil essentiel du physicien. Est-ce que tu sais relier une variation de H à une variation de l'énergie mécanique qui dépend de H? La faute la plus grossière serait simplement ici de mettre delta EM et de remplacer H par delta H. Parfois, bon voilà, on voit des étudiants qui font ça. C'est une faute grave. Il faut utiliser la dérivée, la différentielle. Donc il faut dériver ça ou différencier ça en considérant que H est la seule variable. Donc D2EM, la petite variation de EM, c'est donc moins 1,5, donc toutes les constantes multiplicatives, on les garde. Et puis donc on a au dénominateur RT plus H, donc ça fait DH sur RT plus H au carré. Et donc on met un plus puisque la dérivée de 1 sur U, c'est U' sur U. Donc voilà comment on peut différencier cette relation. RT plus H, bien sûr, c'est aussi petit r. Donc, maintenant, comment va-t-on passer le calcul différentiel, c'est d'assimiler les petites variations donc à des différences à l'ordre 1. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre delta H ici, on va remplacer. Ici, on va mettre delta EM. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir se servir de notre delta H qui vaut 1 mètre. Alors, surtout, ne mélange pas le littéral et le numérique. Ne va pas remplacer delta H en mettant 1,
parce que là, tu vois, tu perds toute l'homogénéité de ce que tu fais. Donc, il faut faire très attention. Donc, ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Il suffit de réinjecter cette expression de delta EM, de remplacer T avec la troisième loi de Kepler, exprimée de cette façon-là, et d'isoler alpha. Et on trouve alpha égale, voilà, donc on trouve alpha, on a la formule littérale, 1 sur 4 pi delta H sur RT plus H au carré, donc environ 1,5 10 moins 15 mètre moins 1, on voit que alpha s'exprime en mètre moins 1, on pourrait faire une analyse dimensionnelle également, par exemple sur l'expression de la force. Bon, je te laisse faire ça. Alors, donc on a trouvé alpha. Alors la question d'après, c'est quelle est la perte d'altitude du satellite au bout de 10 ans? Et oui, alors, bon, on aurait pu calculer aussi numériquement la période du satellite. Donc c'est environ 100 minutes. On trouve bien sûr le résultat en secondes. Et 100 minutes, ça fait à peu près 1h40. Donc toutes les heures 40, le satellite Spot fait le tour de la Terre. Donc au bout de 10 ans, il a le temps de faire un certain nombre de tours. Et donc finalement, cette décroissance, eh bien, elle est peut-être elle est non négligeable. Donc pour savoir de combien a décru l'altitude du satellite en 10 ans, il suffit de faire une petite règle de 3. En une période, donc il vaut 6,10 puissance 3 secondes, c'est les 100 minutes. Eh bien, on a décru de delta H. Donc, si on prend l'intervalle de temps de 10 ans, qui fait à peu près 3,10 puissance 8 secondes, on aura une baisse d'altitude delta de grand H, donc égale delta H, delta T sur la période de révolution. Et donc, on trouve un delta H qui vaut à peu près 52 km. Donc, on voit qu'au bout de 10 ans, ce n'est pas du tout négligeable. Le satellite, son altitude a décru de 52 km. Enfin, la dernière question, c'est entre guillemets un paradoxe qui est très souvent associé à cette étude des satellites et aux forces de frottement sur les satellites, l'effet des frottements sur les satellites. C'est que la vitesse, finalement, si on l'exprime en fonction de l'altitude, donc là, c'est GMT sur racine de GMT sur R, et R, c'est RT plus H. Donc, quand la force de frottement agit, l'altitude décroît. Et le paradoxe apparent, c'est que la vitesse augmente. Donc on se dirait, tiens, c'est un peu bizarre, une force de frottement qui fait augmenter la vitesse du satellite. Alors bien sûr, si on raisonne comme ça, on oublie quelque chose d'important, c'est que la force de frottement, globalement, elle fait décroître l'énergie mécanique. L'énergie mécanique diminue bien au cours du temps, sa variation est bien strictement négative, donc il faut raisonner non pas simplement sur la vitesse, sur ce paradoxe apparent, parce qu'il y a aussi une baisse d'altitude, ce qui fait diminuer l'énergie potentielle du satellite, et donc globalement, eh bien, l'énergie mécanique diminue. Donc ce paradoxe, en réalité, n'en est pas un. Voilà, donc de cet exercice, je t'encourage vraiment à retenir satellite circulaire, théorème du centre d'inertie dans le référentiel géocentrique, maîtrise à fond l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme. Tu peux retrouver comme ça très facilement la troisième loi de Kepler, tu peux retrouver la vitesse du satellite, et ne confonds pas vitesse et vitesse angulaire. Ensuite, il y a tout ce qui est ce travail sur l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de gravitation, ça aussi c'est essentiel. L'énergie mécanique, son expression, tu peux l'exprimer en fonction du rayon de la trajectoire petit r. Et donc ça aussi c'est très précieux. Ça te permet aussi de retrouver la formule pour les ellipses en remplaçant le rayon du cercle par le demi-grand axe. Bref, rien que dans la première question, il y avait déjà énormément de choses. Et ensuite, le point important, donc c'est la linéarisation, disons le calcul différentiel à l'ordre 1 sur une révolution complète du satellite. Donc savoir faire ce genre de raisonnement, voilà, ce n'est pas des raisonnements typiquement de matheux. Parce que voilà, c'est un peu choquant pour un matheux de se dire la trajectoire elle reste presque circulaire, je vais réutiliser dans V l'expression de la vitesse pour un mouvement rigoureusement circulaire, mais c'est un calcul à l'ordre 1 et donc les différentiels, les petites différences, on les assimile véritablement à des différences sur une période complète, sur un tour complet. Pourquoi? Parce que delta H, 1 mètre, c'est très petit devant les 7200 km du rayon, donc c'est tout à fait légitime. C'est pour ça que Newton a inventé le calcul différentiel.
Voilà, et bien j'espère que cette vidéo t'a rendu service. Je te donne rendez-vous pour une prochaine. Je vais en faire une autre tout de suite sur un autre oral de centrale sur la gravitation qui va nous parler d'une mission vers Mars. Donc là, il y aura d'autres questions avec des trajectoires elliptiques. À bientôt.